Bonjour à tous. Ce matin, en connectant à notre webinaire, derrière mon écran d'ordinateur, je ne peux que faire le constat que notre choix de thème pour cette rencontre avec LexisNexis est d'une grande actualité. Dans le cadre de la programmation des activités de notre Chambre, nous avions, avec notre partenaire LexisNexis, envisagé un rendez-vous pour vous parler de télétravail, droits et obligations, le 2 décembre prochain. Cependant, l'accélération de la crise sanitaire, les annonces du gouvernement et le reconfinement en vigueur nous ont poussé à accélérer notre calendrier. Je tiens à remercier pour cela Véronique Marie, directrice de la rédaction du département notaire chez LexisNexis, et maître Karine Bézil, avocat associé au cabinet LPA-CGR, spécialiste du droit du travail et de la sécurité sociale, qui ont immédiatement donné leur accord et fourni un travail considérable pour tenir ces délais très courts. Avant de leur céder la parole, je tiens à rappeler que notre profession est soumise, tout comme le reste de la société française, à une double contrainte. La contrainte de la sécurité sanitaire qui nous impose, en tant que chef d'entreprise, de veiller à la sécurité et à la santé de nos collaborateurs et de nos clients. La contrainte économique qui, en tant que chef d'entreprise, nous oblige à maintenir autant que possible une activité au sein de nos entreprises notariales dans l'objectif de poursuivre la mission d'intérêt général et le service public attaché à notre profession et assurer la survie de nos entreprises et de l'emploi. Le Conseil supérieur du notariat et la Chambre des notaires de Paris ont récemment rappelé nos obligations dans le cadre de plusieurs circulaires. Je n'en rappellerai ici que les grandes lignes, vous renvoyant à ces circulaires pour plus de détails. Le télétravail, il doit être la règle et la présence des collaborateurs sur place au sein des offices doit constituer l'exception. Le président du Conseil supérieur du notariat nous a alertés sur la vigilance de la chancellerie quant au respect de l'ensemble des consignes. Je partage cette vigilance, tout comme le président des chambres des notaires du Grand Paris. L'enjeu est majeur pour notre profession. Nous comptons sur vous pour que vous en fassiez une application conforme à votre statut. Mais l'objet de notre webinaire est tout autre. Il s'agit de partager avec vous les règles, mais aussi les outils, les bons réflexes et les bonnes pratiques à mettre en place pour que le télétravail soit plus efficace aux soins de vos structures. Je cède pour cela la parole aux intervenants. N'hésitez pas à leur poser des questions en ligne. Bonne conférence à tous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans le cadre de cette nouvelle rencontre juridique LexisNexis réalisée en partenariat avec la Chambre des notaires de Paris. Cet événement 100% digital illustre parfaitement le thème qui nous intéresse aujourd'hui, le travail à distance et le télétravail dans le notariat. J'oserais remarquer que nous sommes déjà tous plongés dans le sujet puisque nous nous sommes réunis et connectés à distance. Vous le savez, la mise en place du télétravail avait commencé à se développer avant la crise sanitaire, puis elle s'est fortement accélérée lors du premier confinement afin de permettre une continuité d'activité professionnelle. Comme vous l'avez rappelé, Maître Blanchet, depuis les annonces gouvernementales du 29 octobre instaurant une nouvelle période de confinement, ce mode d'organisation du travail s'impose. Comme l'a indiqué la ministre du Travail, Elisabeth Borne, tous les travailleurs dont les activités peuvent être exercées à distance doivent télétravailler. Aussi, les questions relatives à la bonne organisation du travail à distance et du télétravail sont au cœur des préoccupations du notariat aujourd'hui. Il s'agit pour les notaires, chefs d'entreprise, d'assurer la poursuite de l'effectivité du service notarial et de garantir la sécurité et la santé des collaborateurs. Je tiens à remercier très chaleureusement Maître Karine Bézil, avocat associé du cabinet LPA-CGR, d'être présente et d'avoir accepté une triple mission qui s'articulera autour de 3 temps forts. D'abord, présenter les éléments clés du télétravail de droit commun, puis exposer les règles applicables au travail à distance liées à la crise sanitaire et répondre à certaines des interrogations que vous nous avez déjà transmises. Et enfin, consacrer un temps aux questions qui pourraient être envoyées via les questions, donc les questions que vous avez sur votre écran et que nous verrons tout à l'heure. Le sujet
est vaste, comme vous pouvez le constater. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Maître Bézille. Merci Véronique, Monsieur Blanchet, merci à tous, bonjour. Je suis ravie également d'être avec vous ce matin pour échanger sur le télétravail. C'est un thème d'actualité, effectivement, comme vous le soulignez tous deux, et qui intéresse bien sûr le plus grand nombre dans la profession et plus largement. Alors, ma mission ce matin, effectivement, un petit peu ajustée. Bien sûr, on va parler du télétravail dans ces circonstances exceptionnelles de crise sanitaire. On va répondre, j'espère, à toutes vos questions, en tout cas au maximum. Mais dans un premier temps, ça monte un petit peu le suspense, mais aussi c'est important d'avoir le cadre. Je vais vous exposer les règles générales du télétravail. Et c'est important parce que c'est aussi grâce à ces règles qu'on voit ce qui s'applique ou non en situation exceptionnelle, et les recommandations sont pleinement importantes, d'actualité et pertinentes à conserver en tête. Donc, télétravail, pour démarrer, une petite définition, un cadre juridique pour savoir exactement de quoi on parle. La définition du télétravail, tout d'abord, le télétravail, ça nous vient d'un accord européen. Ça date de 2002, donc vous voyez, on est presque 20 ans plus tard. La réglementation française a commencé par un accord national interprofessionnel dont on parle régulièrement dans l'actualité, un accord interprofessionnel de 2005, mais un accord qui ne vous concerne pas. Ça ne concerne pas le notariat, cet accord interprofessionnel qui vise le MEDEF, les PME et les artisans ne concerne pas les professions libérales. Donc déjà, on peut enlever cela du cadre juridique applicable au télétravail. Que nous reste-t-il? Un télétravail qui était codifié depuis 2012 et finalement peu encore mis en application, et qui a connu un assouplissement, une médiatisation à compter de 2017 et des ordonnances Macron, bien évidemment. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment une ouverture sur le télétravail. La définition peut-être dans ce cadre qui est fixé par la loi du télétravail, quelle est-elle? C'est l'article qui s'affiche devant vous, l'article L1222-9 du Code du travail. On voit, ce sont toutes formes d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'entreprise est effectué hors de ces locaux, donc à distance, de façon volontaire par le salarié en utilisant les technologies de l'information et de la communication. On voit qu'il y a plusieurs éléments dans cette définition très large du télétravail. Le fait que ce soit hors des locaux de l'entreprise, c'est le premier point. On ne dit pas forcément à domicile, vous voyez, hors des locaux de l'entreprise. Utilisation des technologies de l'information, ça va nous différencier ça de ce qu'on appelle le travail à domicile, qui est une réglementation particulière dans le Code du travail, le travail à domicile, et qui s'applique surtout pour les tâches manuelles. Ensuite, le télétravail, vous voyez aussi, ou plutôt vous ne voyez pas dans cette définition, il peut être aussi bien occasionnel que régulier. C'est le point important des ordonnances de 2017 et de leur loi de ratification, c'est d'avoir enlevé cette notion de régularité. On peut avoir du télétravail occasionnel ou régulier. Et puis ensuite, il y a le télétravail dans des circonstances exceptionnelles. Et puis bien souvent, on l'a vu avec la crise sanitaire, on le reverra tout à l'heure, les entreprises, les offices, tout le monde préfère ne pas parler de télétravail dans ce cadre-là. On trouve d'autres discours, mobilité, travail à distance, pour éviter cette terminologie télétravail qui renvoie vraiment, on a cette impression au cadre légal. Bon, en réalité, il n'y a pas de règle juridique par rapport à ça. On peut parler de télétravail ou de travail à distance. Ce qui est sûr, c'est que le télétravail, même dans des circonstances exceptionnelles, est visé par le Code du travail et donc rentre quand même dans cette notion de télétravail. On va le voir aussi, le télétravail, cet intérêt, cet enjeu de distinguer l'occasionnel, le régulier, l'exceptionnel, ça peut être au regard des droits qui sont accordés aux salariés.
Voici pour la définition. Rentrons peut-être de plein cœur dans l'articulation des normes. Je vous ai indiqué cet ANI, cet accord national interprofessionnel qui ne s'applique pas au notariat. Donc le cadre juridique dans le notariat, c'est le Code du travail, premièrement, la convention collective du notariat, puisqu'il y a un accord spécifique du 14 juin 2018 qui traite du télétravail régulier, uniquement du télétravail régulier dans la branche. Donc ça, c'est un outil extrêmement important et précieux, avec aussi des modèles qui ont été préparés par la branche, que ce soit de chartes, d'avenants, etc. On va revenir à ces éléments de mise en place. Donc sur ce télétravail ordinaire, de droit commun, régulier ou occasionnel, on va faire le point sur les différents éléments que vous voyez à l'écran. La mise en place, comment on passe un salarié en télétravail, cette organisation du télétravail et le statut des télétravailleurs. On va essayer d'être assez rapide pour laisser pleinement le temps au télétravail exceptionnel et à vos interrogations que j'imagine nombreuses, même si je ne peux pas lire en parallèle toutes les questions qui arrivent, mais on y reviendra bien évidemment. Sur ce cadre aussi, si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas à les noter, à les poser, on pourra les prendre au fur et à mesure. Qu'est-ce qui est important dans le télétravail? Tout d'abord, la mise en place. On l'a vu dans la définition du Code du travail tout à l'heure, il y a 3 modes de mise en place possibles. Une mise en place négociée par voie d'accord collective, une mise en place unilatérale, c'est-à-dire par charte, ou une mise en place sur un simple accord entre l'employeur et le salarié. Alors pour revenir sur ces différents modes de mise en place, un petit mot. La mise en place de manière négociée par accord collectif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien sûr tout d'abord avec des organisations syndicales et des délégués syndicaux dans l'entreprise. Je sais bien que peu d'études de notaires sont concernées par cette mise en place. Mais donc ça, c'est une possibilité, la négociation avec un délégué syndical. Mais autre apport des ordonnances Macron et d'un certain nombre de lois récentes, l'ouverture de la négociation qu'on appelle dérogatoire, justement pour les petites entreprises, ça vise pleinement les offices et sur la possibilité de négocier autrement. Donc un accord collectif dans ce cadre-là, comment peut-il être négocié? Dans les petites études, donc moins de 11 salariés, on peut préparer un accord, l'office, l'employeur, le notaire peut préparer un accord et le soumettre à référendum, à approbation à la majorité des 2/3 des salariés. On peut aussi avoir ensuite dans les entreprises, les études de 11 à 49 salariés, la possibilité de négocier avec un salarié mandaté ou avec un membre titulaire du CSE mandaté ou non. Et dans les entreprises, dans les études de plus de 50, on réduit au fur et à mesure la proportion des notaires concernés. Il y a aussi la possibilité de négocier un accord collectif. Je dois vous dire, on ne va pas aller dans le détail là-dessus, que ça peut être un petit peu contesté parce que normalement, dans les études de plus de 50 salariés, on ne peut négocier que sur les mesures qui ne peuvent pas être mises en place autrement que par voie d'accord. Or, on vient de le dire, il y a une autre manière de mettre en place le télétravail dans un office, c'est la voie unilatérale de la charte. Bref, donc un petit débat par rapport à cet élément. Concernant l'articulation, il y a quand même une primauté à la négociation collective quand on est doté de délégués syndicaux. Sinon, on peut effectivement passer directement par voie de charte, élaborée par le notaire, après avis du CSE, qui est obligatoire. En dehors de ces 2 hypothèses, il reste possible de mettre en place également du télétravail sur un simple accord entre le salarié et l'employeur. Cet accord doit être écrit. Ça, c'est le cadre effectivement légal. Un petit mot néanmoins sur la convention collective du notariat. Sur le télétravail régulier, la convention collective prévoit l'avenant au contrat de travail.
C'est prévu de cette manière-là. C'est probablement plus simple en termes de formalisation, souvent pour du télétravail régulier, et quand même assez recommandé parce que quel est l'intérêt pour vous d'encadrer ou non le télétravail? On peut se dire, bon, restons sur quelque chose de très simple, un accord assez informel, ça peut être même un SMS, un email, même pas un avenant, un accord entre l'employeur et le salarié. Le risque, ce qu'il faut garder en tête, et l'avantage de la norme collective, c'est l'encadrement et le fait que ça s'applique à tous. Parce que le plus grand danger, on va dire, à procéder uniquement au cas par cas, au coup par coup, ce sera une question d'égalité de traitement. Qu'est-ce qui va justifier que telle personne peut avoir recours et telle autre non? On peut avoir des bonnes explications, mais quand elles ne sont pas transparentes, normées, diffusées au sein de l'office, ça peut créer un sentiment d'inéquité et, le cas échéant, une véritable inégalité de traitement. Donc ça, c'est ce qui militerait plutôt pour un encadrement du télétravail au sein des études, que ce soit par voie d'accord collectif, que ce soit par charte, plutôt qu'uniquement à titre individuel au cas par cas. L'important dans le télétravail également, c'est le volontariat. Le principe du volontariat dans le télétravail est primordial. On ne peut pas imposer à un salarié la mise en place du télétravail. On ouvre tout de suite la parenthèse, on y revient tout à l'heure, sauf circonstances exceptionnelles. Donc le télétravail volontaire, on ne peut pas l'imposer aux salariés, ça ne peut pas constituer une cause de rupture du contrat de travail, mais c'est en réalité un double volontariat parce que normalement le principe également, c'est qu'on ne peut pas l'imposer à l'employeur. Si l'employeur ne peut pas l'imposer au salarié, le salarié ne peut pas l'imposer à l'employeur. C'est à l'employeur de décider de la mise en place du télétravail, des postes qui sont éligibles, des conditions dans lesquelles le télétravail va s'exercer. Tout ça, bien sûr, dans un dialogue social de proximité, que vous soyez ou non doté d'un CSE aujourd'hui. Il faut bien sûr dialoguer en interne sur ce point. Peut-être, alors excusez-moi, je reviens en arrière, désolée, sur les slides, parce que je suis passée un petit peu rapidement sur le contenu de l'accord collectif ou de la charte. Vous le verrez dans ces slides qui seront mis à disposition et que je vous laisse lire également. On a un contenu, un socle légal qui est prévu par la réglementation. Mais bien sûr, c'est quelque chose d'important, mais tout n'est pas prévu dans ce socle et on peut prévoir bien d'autres choses. C'est ce qui va nous permettre réellement d'organiser le télétravail et d'être le plus complet possible. Je vous disais, le télétravail repose sur le volontariat. La convention collective du notariat, j'y reviens encore à cet accord du 14 juin 2018, vraiment important si vous voulez mettre en place du télétravail au sein de votre étude. Les modalités, la manière de faire est organisée par cet accord avec, assez classiquement, hein, ce n'est pas non plus révolutionnaire, une demande émanant du salarié par écrit qui doit être motivée. Une réponse de l'employeur, vous voyez, dans un délai de 2 mois. On a un peu de temps pour répondre, sachant que si on a mis en place de manière normée, donc hein, c'est ce que prévoit la convention collective, par un accord ou par une charte, le télétravail, on va fixer des critères d'éligibilité. Et le principe, c'est qu'à partir du moment où le salarié va répondre aux critères d'éligibilité, si on lui refuse l'accès au télétravail, il va falloir motiver ce refus. Et le motiver par des considérations les plus objectives possibles ou celles qu'on peut démontrer. Parce qu'on peut refuser, parce que le salarié n'a pas les conditions matérielles d'exécution, parce que le poste ne va pas répondre pleinement à une possibilité de télétravail, parce que la performance peut-être du salarié ne le rend pas éligible. Plein de raisons sont légitimes, encore faut-il pouvoir en justifier. Autre point qui est prévu dans l'accord, la possibilité de prévoir une obligation de prévoir une période d'adaptation. Et ça, c'est quand même extrêmement important quand on encadre le télétravail. Et vous voyez là, c'est prévu dans l'avenant au télétravail. La durée de cette période d'adaptation va être indiquée.
Ça va permettre à l'employeur de vérifier les aptitudes du salarié pour travailler à distance et aussi si l'absence porte préjudice au fonctionnement de l'étude, mais aussi au salarié de vérifier que le télétravail lui convient. Et ça permettra aussi pendant cette période d'adaptation de mettre fin unilatéralement au télétravail, ce qui permet de revenir en arrière. Comme je vous le disais, la question des postes éligibles est un point extrêmement important. Alors, aujourd'hui, avec le télétravail qui s'est développé depuis la crise sanitaire, on a une bonne vue de quels sont les postes éligibles d'un point de vue matériel, c'est-à-dire les postes où c'est possible de télétravailler. Est-ce que pour autant, tous ces postes-là, on souhaite les faire télétravailler? Ça, c'est autre chose. Et c'est les critères d'éligibilité qu'on va fixer. Et on peut en fixer bien sûr un certain nombre. On peut fixer des anciennetés minimales parce qu'on a besoin que le salarié soit bien intégré dans l'étude, qu'on le connaisse, qu'on établit une relation de confiance, qu'il soit suffisamment autonome sur son poste. On peut imaginer aussi que pour des salariés à temps partiel, c'est seulement s'ils ont un certain quota de temps partiel qu'on peut les rendre éligibles au télétravail pour assurer un minimum de présence dans l'étude également. Donc la question d'autonomie, la configuration de l'équipe également peuvent être des raisons parfaitement légitimes pour accorder ou non le télétravail. Vous le voyez aussi, ce sont des éléments qui sont repris dans l'accord du notariat de 2018 et qui vous donnent des éléments d'approche et particularités de la profession aussi, s'assurer que le télétravail soit bien compatible avec le secret professionnel et qu'il n'y ait pas de risque d'atteinte à ce secret professionnel. Sur l'organisation du télétravail, les dispositions de la convention collective sont là aussi assez fournies. Donc, comme je vous le disais, toute cette organisation ne fait pas partie des dispositions légalement obligatoires ou avec quelque chose de vraiment d'impératif de prévu. Donc, c'est important vraiment de réfléchir à son organisation et de voir comment on le fait. Dans l'accord de branche, comme je vous le disais, c'est le télétravail régulier qui est normé. Donc, on va être sur un rythme fixe et régulier sur la semaine ou le mois. On a des bornes qui sont fixées en se disant que le salarié doit être présent au moins 8 jours par mois dans les locaux, donc au moins une journée par semaine. Vous voyez, c'est un accord cadre. Hein. On avait été souple dans ce qu'il est possible de faire au sein de l'étude pour organiser le télétravail. On a aussi, bien sûr, sur la question des plages horaires de disponibilité du collaborateur. Parce que c'est un point important, il faut que le collaborateur puisse être joignable, disponible pendant des plages qui sont définies contractuellement. Mais il faut aussi, et c'est un élément extrêmement important qu'on a vu également apparaître de manière très forte pendant le premier confinement, respecter le droit à la déconnexion, la limitation de la vie privée et professionnelle. Vous le verrez également à la lecture des slides. On verra peut-être à l'aune des questions. Je vais passer peut-être un petit peu vite sur cette organisation, mais je suis tout à fait à votre disposition pour y revenir et pour répondre à des questions. On a des sujets d'utilisation du matériel informatique. Et là, premier point intéressant de la convention collective, c'est bien sûr à l'office de fournir les équipements nécessaires à la réalisation de la mission. On ne peut pas imposer au collaborateur d'utiliser son matériel personnel. Bien sûr, il peut l'accepter, mais on ne peut pas le lui imposer. Mais attention, s'il le fait l'usage du matériel personnel, c'est quand même un petit peu dangereux aussi. Il faut être vigilant à la sécurité informatique, aux données qui peuvent être maniées, etc. Autre point dans l'organisation, la question de la réversibilité. Tout à l'heure, je parlais de la période d'adaptation où on peut revenir unilatéralement sur le télétravail. Il y a quand même un grand principe dans le télétravail, c'est qu'il est réversible, aussi bien pour le salarié que pour l'employeur. En pratique, on n'a pas encore forcément énormément de recul sur cette mise en œuvre de la réversibilité et à quel point ça peut bouleverser l'organisation du travail et faire naître des litiges.
Alors, de la part du salarié, tout d'abord, une réversibilité et du coup, une possibilité, un droit, une priorité d'accès à un poste qui ne serait plus en télétravail. La recommandation sur ce point-là, autant que possible, si on a mis en place un accord collectif ou une charte, c'est d'essayer d'encadrer et d'objectiver cette réversibilité. Quelles sont les règles qui vont pouvoir faire que le notaire va décider de mettre fin à une période de télétravail? Ça peut être le déménagement du salarié, une réorganisation de l'étude, des manquements de la part du collaborateur qui aurait utilisé de manière indue le matériel informatique, un problème de performance aussi, pourquoi pas, mais encore une fois à objectiver. Alors on n'est pas sur un licenciement, hein, donc on n'est pas sur une insuffisance professionnelle qu'il va falloir justifier comme si on se retrouvait à un contentieux, mais on a quand même cette notion d'élément objectif de caractère justifiable de notre décision de mettre fin à un télétravail. Dernier point qui est prévu aussi bien par la loi que par la convention collective, l'obligation d'un entretien annuel sur le télétravail. Ça peut se dérouler lors de l'entretien annuel d'évaluation, mais il faut qu'il y ait une rubrique spécifique, voilà, qu'on aborde cette question du télétravail régulièrement avec le collaborateur. Alors peut-être pour répondre à une première de vos questions, même si je ne peux pas tout lire en parallèle, mais c'est un point qui est souvent abordé. Mais est-ce que l'employeur doit prendre en charge les frais du télétravail? Je l'ai dit tout à l'heure et la convention collective le prévoit, on doit mettre à disposition les moyens pour le salarié. Mais quid des frais? Dans le code du travail antérieur, avant les ordonnances, il y avait une mention expresse de ces frais qui sont prévus par l'accord national interprofessionnel. Et encore une fois, ne vous est pas applicable. Mais cette prise en charge est bien prévue. Aujourd'hui, dans les ordonnances, on n'a plus rien. Qu'est-ce que ça signifie pour autant? Ça ne signifie pas que l'employeur n'a pas à prendre en charge les frais. Parce qu'on a un principe juridique qui ressort d'une jurisprudence constante sur le fait que les frais qui sont directement liés à l'activité professionnelle et qui sont exposés par le collaborateur doivent être remboursés, doivent être pris en charge par l'employeur et donc par l'office. Ce principe, après, c'est comment on l'applique concrètement. Donc, je vous ai dit, si l'étude va mettre en place simplement une charte, elle va être tenue par les dispositions de la convention collective de toute manière et devra prendre en charge les frais. Si on décide ensuite d'essayer d'isoler, de clarifier qu'est-ce qu'on prend en charge ou non, on a des éléments pour vous aider. Pourquoi? Parce que l'URSSAF, alors on n'a pas anticipé la crise sanitaire, mais par contre on a eu des grèves avant la crise sanitaire au mois de décembre 2019, ça nous semble un petit peu loin. Et le télétravail s'était déjà pas mal répandu parmi les salariés. Et surfant un petit peu sur cette vague, l'URSSAF avait pris une position extrêmement importante pour les employeurs, qui est d'admettre qu'une prise en charge forfaitaire des frais, donc une indemnité versée aux salariés, allait être exonérée dans la limite de 10 € par mois pour un jour de télétravail par semaine. Donc, ça veut dire un jour de télétravail toutes les semaines, 10 €, 2 jours de télétravail, 20 €, 3 jours, 30 €. Vous voyez comment ça fonctionne. Ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a une certitude d'exonération. Avant cela, il y avait un doute sur ce qu'on prenait en charge ou pas. Il y avait des employeurs qui versaient des indemnités. Mais est-ce qu'elles étaient totalement exonérées? Est-ce qu'elles devaient être chargées? Comment on en justifiait en cas de contrôle URSSAF? C'était quelque chose de compliqué. Après, bien sûr, au-delà de ces frais pris en charge de manière forfaitaire, qui en réalité ont vocation à couvrir les questions d'électricité, de forfait de connexion, de chauffage, le cas échéant, au-delà de ça, on peut avoir des frais qui sont pris en charge sur justificatif par l'entreprise également. Dernier point sur cette partie d'exposition du télétravail ordinaire de droit commun, régulier ou occasionnel, appelons-le comme vous le souhaitez. Un rappel sur le statut du télétravailleur, c'est un salarié comme les autres. Ça signifie qu'il y a un principe d'égalité de traitement pour tous les collaborateurs en télétravail.
L'exemple le plus couramment pris pour matérialiser cette égalité de traitement, c'est la question des titres restaurants. Un salarié qui habituellement, quand il va à l'étude, a le droit à un ticket restaurant, quand il est en télétravail, il y a le droit également. Ça, c'est le principe d'égalité de traitement qui nous impose cela. L'égalité de traitement va se jouer par rapport à tous les droits individuels et collectifs, l'accès à la formation, aux informations, etc., qui peuvent exister au sein de l'étude. Et un autre point important du statut du télétravailleur, ça a été codifié à l'occasion des ordonnances Macron, mais c'est un principe général, ce n'est pas nouveau. Le télétravailleur est éligible à la réglementation sur les accidents du travail, les accidents professionnels. Ça veut dire que l'accident qui est survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle est présumé être un accident du travail. Autant vous dire qu'avec le développement du télétravail, ça va devoir on va avoir des cas et de la jurisprudence par rapport à ça. Comment ça se passe? Un salarié qui a des horaires de travail, bon, c'est à peu près évident. On a des plages horaires de disponibilité et il a des horaires de travail. L'accident qui est intervenu à ce moment-là va être présumé être un accident du travail. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour un forfait jour? Alors certes, on va lui prévoir des plages horaires de disponibilité liées aux horaires d'ouverture de l'office, mais voilà, il est en forfait jour. Comment on va pouvoir justifier qu'on est dans le temps ou pas dans le temps de travail? Très probablement, les orientations aujourd'hui des caisses d'assurance maladie sur ce sujet-là, c'est de considérer que si on est sur les horaires de l'étude, ce sera de l'accident du travail, a priori, et sinon, ce sera au salarié de démontrer qu'il était bien en train de travailler. Alors, ça peut, il pourrait fournir la preuve, par exemple, avec des communications d'email ou autres pour montrer qu'il était toujours en cours de travail. Bon, ça, c'est un point qui sera souvent amené à question par rapport à soi. Peut-être parce que j'ai pu capter quelques questions peut-être qui concernent cette première partie de télétravail. Une question sur l'articulation sur laquelle je reviens bien volontiers. Charte, accord collectif, convention collective du notariat. Donc, je vous disais, on a la loi, on a la convention collective du notariat, et puis après, il y a ce que vous mettez en place dans l'étude. Si on négocie un accord collectif, un véritable accord collectif selon les modalités que je vous indiquais, on peut se détacher, le cas échéant, de ce qui est prévu dans la convention collective ou la loi. Attention, il y a de l'ordre public néanmoins, mais on a cette possibilité de dérogation. Par contre, une charte, c'est un acte unilatéral et la charte est tenue par la norme supérieure que va être l'accord collectif qui est négocié dans la branche du notariat. Souvent, voilà, cette question accord ou charte, on s'est posé pour la question des frais. Mais en réalité, comme je vous le disais, on a beau ne rien prévoir, il y a une obligation de prise en charge de l'employeur. Reste à savoir comment on la règle ensuite concrètement au sein de l'étude, en discutant, en se concertant, en mettant en place peut-être quelque chose. Je ne suis pas encore en train là de parler des circonstances exceptionnelles qu'on connaît, des questions d'ergonomie, de matériel qui se posent encore plus pour les gens qui sont 100% en télétravail. Sauf si quelqu'un voulait intervenir, Véronique ou Monsieur Blanchet, n'hésitez pas. Je vais enchaîner sur ce qui nous amène particulièrement aujourd'hui et ce qui nous amène à anticiper un petit peu notre intervention. La crise sanitaire. Alors la crise sanitaire, première version, et puis cette deuxième version désormais depuis le 29 octobre. Sur cette mise en place du télétravail exceptionnel qui soulève de nombreuses questions de cadre juridique. Est-ce qu'on est obligé de mettre en place le télétravail? Comment, dans quel pourcentage, quels sont les risques qu'on encourt? Est-ce que le salarié peut nous imposer le télétravail ou est-ce que le salarié peut nous imposer sa présence? Les questions sont nombreuses et on va voir qu'on est vraiment dans du sur-mesure en réalité. Alors, le cadre juridique qui a été rappelé en introduction, quel est-il? Le télétravail dans des circonstances exceptionnelles est encadré à l'article L1222-11 du Code du travail.
Donc, vous voyez qu'en cas de circonstances exceptionnelles, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est pris dans le même étau, hein, continuité de l'activité, protection des salariés. C'est exactement ce qui est prévu dans le code du travail. Ce sera suffisant. Ça veut dire quoi que c'est un aménagement du poste de travail? Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un simple changement des conditions de travail. Ça veut dire que l'employeur peut l'imposer aux collaborateurs. Ça, c'est le premier point. On peut imposer le télétravail sur le fondement de circonstances exceptionnelles. Donc, ce télétravail ou ce travail à distance, d'ailleurs, qu'on avait utilisé, hein, comme je vous le disais dans l'intitulé de cette matinée, ce travail à distance peut être imposé. Une fois qu'on a dit ça, on a dit à peu près tout ce qu'il y a dans le Code du travail. On n'a pas plus de cadre pour ce télétravail exceptionnel et on est renvoyé en réalité à une mise en œuvre locale sur la manière dont ça se passe. Sur cet aspect-là de la mise en œuvre locale, comme je vous le disais, le Code du travail finalement avait tout prévu, entre guillemets, du cas par cas, puisque c'est ce que nous prévoit le protocole national que vous citiez, Véronique et Monsieur Blanchet, tout à l'heure. Et notre ministre du Travail, Madame Elisabeth Borne. Le télétravail doit être la règle. Est-ce que ça signifie pour autant qu'il est obligatoire? Le protocole nous dit qu'il doit être porté à 100% donc pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches en télétravail. Dans les autres cas, on est invité, afin de réduire les déplacements des collaborateurs, à regrouper les temps d'activité nécessitant une présence au bureau. Alors, la valeur de ce protocole, je pense qu'on en a beaucoup débattu dans tous les médias. On a une absence de valeur normative et contraignante. C'est ce qu'on communique autour de cette décision du Conseil d'État toute récente du 19 octobre 2020. Une fois qu'on a dit qu'il n'y a pas de valeur normative et contraignante, bon, on le verra tout à l'heure en termes de responsabilité. Est-ce que ça signifie pas de sanction de l'absence de respect du protocole? Attention néanmoins, la décision du Conseil d'État nous le dit bien, ce protocole, c'est un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l'obligation de sécurité de l'employeur. Déclinaison matérielle de l'obligation de sécurité de l'employeur, ce que ça veut dire en termes de responsabilité de l'employeur, c'est qu'il n'y ait pas de ce protocole. En réalité, il est tenu aux mêmes obligations. Respecter son obligation de sécurité et mettre tout en place pour garantir la sécurité des salariés. Peut-être avant, je peux continuer un petit peu, ou Véronique, je pense qu'à ce stade-là, on a déjà un certain nombre de questions qui nous sont remontées et peut-être qu'on va commencer à les prendre un petit peu pour qu'on puisse y répondre. En effet, Karine, nous avions quelques questions auxquelles vous avez déjà répondu au fil de votre intervention. Alors, je vais vous faire le porte-voix des questions. Alors, concrètement, que risque en pratique l'employeur qui ne met pas en place le télétravail à 100% ou même à 80%? Alors, qu'est-ce qu'il risque en pratique s'il ne fait pas ça? On entend beaucoup dans les médias Madame Borne qui nous dit que les inspecteurs du travail sont sur le terrain. Elle est allée elle-même, elle est allée dans les locaux de Total, BNP, et elle a appelé, ses services ont appelé un certain nombre de DRH de grandes entreprises. Que fait l'inspecteur du travail? On a une instruction qui a été donnée par la Direction générale du travail aux inspecteurs et qui fixe un peu le cadre de leur intervention. On va dire qu'elle est plutôt bienveillante. On est dans une relation de conseil aux entreprises pour regarder ce qu'ils font. Mais derrière, on a le bâton. On nous dit mais sanctions aux employeurs qui ne respecteront pas.
concrètement sanctionner sur l'absence de mise en place du télétravail directement parce qu'on ne respecterait pas le protocole en tant que tel, ça, ce n'est pas possible. Par contre, l'inspecteur du travail va pouvoir mettre en place d'autres dispositions. Alors, il va venir vous voir, il va vous contrôler, il va également potentiellement regarder, par contre, ce sur quoi il peut vous sanctionner et que vous n'avez pas fait. Un élément important, on en a aussi beaucoup parlé lors du premier confinement, c'est la question de la mise à jour du DUER, le document unique d'évaluation des risques professionnels au sein de l'entreprise. Ça, la mise à jour du DUER, c'est une obligation légale qui est sanctionnée pénalement. L'inspecteur du travail, là-dessus, il peut sanctionner. Donc, il vient vous voir peut-être pour vous demander un petit peu comment vous avez mis en place votre télétravail au sein de l'étude. Vous lui dites que non, c'est nécessaire que des personnes soient présentes. On va revenir un petit peu concrètement sur qu'est-ce qui peut justifier la présence sur site. Vous débattez avec lui, il n'est peut-être pas convaincu, peut-être qu'il y a des collaborateurs qui se plaignent, qui veulent plus de télétravail. Il a un petit peu cette voie-là pour essayer de menacer, entre guillemets. Vous n'avez pas mis en place ou pas mis à jour votre DUER, peut-être qu'il serait bon d'être conciliant sur ce sujet-là. Autre possibilité aussi pour agir, la question de l'adaptation des locaux de travail. Est-ce que les locaux de travail, pour les salariés présents, bien sûr, respectent toutes les normes? Alors là, normalement, tout a été mis en place depuis le premier confinement et surtout des confinements. Les barrières, les distances, du plexi, le cas échéant, le masque dans les bureaux partagés, etc. On voit que concrètement, en termes de sanctions, d'un point de vue inspecteur du travail, ça va être assez limité. Le cas extrême de ce que peut faire l'inspecteur du travail, ce serait une mise en demeure. Ça s'est vu dans le premier confinement sur les entreprises qui devaient poursuivre leurs activités où on estimait que les mesures de sécurité n'étaient pas suffisantes. C'est une voie d'action de l'inspecteur du travail qui a pu aboutir à des contentieux. La mise en demeure, si l'employeur ne réagit pas, la possibilité pour l'inspecteur du travail d'agir en référé devant les juridictions. Donc, d'un point de vue inspecteur du travail, et c'est pas pour vous dire de ne pas mettre en place le télétravail du tout, mais on voit qu'on est quand même limité en termes de sanctions. Maintenant, il y a d'autres sanctions possibles, mais peut-être, Monsieur Blanchet, vous voulez, Monsieur le Président, intervenir, je crois. Juste pour préciser, indépendamment des règles qui s'imposent et qui pourraient être sanctionnées, je crois que c'est aussi de notre devoir de citoyen, en tant qu'officier public, de participer à l'effort collectif de cette crise sanitaire pour réduire le développement, la dispersion de ce virus, et donc de participer à l'effort collectif et bien entendu de respecter les règles de télétravail. Je crois qu'il faut peut-être préciser que le respect des normes barrières, la mise à disposition des masques, les distances de sécurité ne dispensent pas de mettre en place le télétravail. C'est deux choses différentes. L'organisation de nos locaux, c'est la base, mais la période de reconfinement actuelle impose la mise en place du télétravail. Donc, je crois qu'indépendamment des sanctions pénales ou de ce que pourrait faire l'inspecteur du travail, il faut participer à l'effort collectif et faire au maximum la mise en place du télétravail dans cette période sanitaire. Tout à fait. Le droit, c'est bien, l'obligation légale, mais vous avez tout à fait raison de le souligner parce qu'à ce rythme-là, effectivement, tout le monde peut individuellement travailler en présentiel et on perd tous les bénéfices du confinement. Quelques indications quand même sur ce qui peut se faire concrètement dans les bureaux parce que certaines activités sont peut-être nécessaires concrètement. L'instruction de DGT dont je vous parlais du 3 novembre donne des indications adaptées à l'étude, bien évidemment. Quand on a des salariés qui ont besoin d'accéder à certains outils informatiques, certains dossiers, parfois tout n'est pas informatisé, où on a des volumes extrêmement importants de documentation papier qui peuvent justifier de travailler en présentiel. L'idée, ça ne veut pas dire 100% présentiel, ça veut dire regrouper autant que possible ces activités sur un jour, sur 2 jours, pour avoir le reste du temps en télétravail. Et dans ce cas-là, les managers, les fonctions managériales peuvent, le cas échéant aussi, être amenés à
être en présentiel pour encadrer des salariés qui devraient être présents sur site. Bon, concrètement, ça nécessite quand même de justifier que ces salariés présents sur site n'auraient pas l'autonomie nécessaire pour être seuls dans l'étude, le cas échéant. Après, pour ce qui est plus du sur-mesure et qui est plus la réalité actuelle, me semble-t-il, on entend les salariés qui ont mal vécu le premier confinement, qui ne peuvent pas rester chez eux. Ça peut être des raisons psychologiques, de mal vivre cette période de confiné. Ça peut être des raisons matérielles, d'avoir un logement partagé, des travaux en bas de chez soi, que sais-je. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? L'idée, c'est que tout le monde doit faire des efforts. Donc, premièrement, si on peut rester en télétravail, on reste en télétravail. Maintenant, sur l'aspect risque psychologique, c'est un élément important qui est souligné par le ministère et par la DGT également. C'est aux managers, là, dans la bienveillance, de réfléchir, d'écouter et d'accorder du présentiel. Attention, ça ne veut pas dire 100% présentiel non plus. Ça veut dire quelque chose qui soit équilibré et qui permette d'articuler le risque Covid d'une part, esprit citoyen également, et risques psychosociaux d'autre part, parce que ces risques sont également très importants et ne doivent pas être minimisés. Il faut trouver un équilibre dans la gestion de ces deux problématiques. Peut-être, Véronique, vous alliez, je sens me relancer parce que j'ai parlé responsabilité. Vous répondez en parallèle, donc je ne voudrais pas qu'on ne réponde pas. Je vois une question plus précise sur comment faire avec une personne salariée de l'étude, mais qui est en qualité d'apprenti, un contrat d'apprentissage qui, en fait, nécessite d'être guidé, accompagné dans toutes les tâches. Quid dans cette hypothèse? Alors, c'est une vraie question, ces sujets d'autonomie. Le fait d'être guidé, alors déjà l'apprentissage, il y a plusieurs manières de l'organiser. Est-ce que c'est 2 jours, 3 jours entre l'entreprise et le centre de formation? Est-ce que c'est sur des semaines, des mois? Ça va changer un petit peu la réponse. Est-ce que l'apprenti vient d'arriver, là, avec la rentrée scolaire, par exemple, universitaire, ou est-ce qu'il est là déjà depuis plusieurs mois au sein de l'étude? La réponse ne va pas être unique, elle va être adaptée. L'idée toujours, c'est de pouvoir justifier objectivement si on a un besoin sur site de la personne. Le fait qu'elle soit pas du tout autonome, qu'il y ait besoin d'un encadrement, c'est possible, mais cet encadrement, il peut aussi en partie s'effectuer à distance. Ma recommandation sur ce type de poste, ce serait jamais d'être en 100% présentiel. C'est difficilement justifiable. Il y a forcément des tâches qui peuvent être télétravaillables. Les réunions, le management par visio et par conférence, ça fonctionne pas à 100% du temps, bien sûr. De l'échange physique, on en est tous d'accord, c'est utile et nécessaire, mais pas 100% du temps. Donc, il faut trouver une organisation spécifique. Ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, on est dans du sur-mesure, en réalité. On a des règles, un peu des principes comme ça généraux, mais derrière, il va y avoir des possibilités de déroger, mais de manière limitée, toujours en conservant à l'esprit de faire le maximum en télétravail. Il y a une autre question sur est-ce que l'employeur doit fournir des masques en période de crise sanitaire? L'obligation de les fournir, oui, tout à fait. Désormais, il serait malvenu au vu même de la facilité d'accès des masques de rien fournir aux collaborateurs pour le temps où ils sont au travail. Après, on n'a bien sûr pas à les équiper dans leur vie privée, ni même en théorie pour les transports en commun, mais en principe, ça fait partie des équipements de protection individuelle si le salarié est contraint d'emporter au sein de l'étude, c'est nécessairement le cas, il faut les fournir tout à fait. Je crois que la question était surtout, est-ce qu'on doit fournir des masques à des collaborateurs qui sont en télétravail? Ah bon? Non. Mais en fait, s'ils sont en télétravail, est-ce qu'on doit leur fournir pour le temps où ils sont en télétravail des masques? Non.
Là, pour le coup, le masque, il est fourni comme un équipement de protection. Alors déjà, le télétravail, le principe, on peut y revenir, mais ça reste le domicile. Alors, comme je vous le disais, dans la loi, on ne dit rien. Hein. Donc, l'avantage d'une charte ou d'un accord, c'est de pouvoir dire que c'est le domicile du salarié. On peut imaginer des lieux partagés. Bon, en ces temps de confinement, ça semble peu adapté. Et concrètement, on n'est pas là pour équiper dans la vie personnelle les collaborateurs. Donc, non, pas de fourniture de masques pendant le télétravail, malgré le principe d'égalité de traitement. Alors Karine, vous avez déjà répondu à cette question et c'est celle qui remporte le plus de succès puisque j'ai une notation de question, c'est sur le fait des collaborateurs qui souhaitent absolument revenir à l'étude. Comment le chef d'entreprise, le notaire, peut-il, alors là c'est peut-être aussi sur l'aspect managérial, expliquer aux collaborateurs cette situation? Alors, concrètement, comme je le disais, hein, on peut imposer le télétravail et ça va être la première règle. S'il y a des demandes particulières de ne pas télétravailler, normalement, elles devront être justifiées. C'est prévu dans l'instruction, si je ne dis pas de bêtises. On a cette notion de justification. Et donc là, je recommanderais à l'employeur de se ménager un petit peu de preuves d'éléments matériels. Alors, si le collaborateur me dit qu'exceptionnellement, alors on va avoir plusieurs cas. Difficulté matérielle. Il a des travaux au-dessus de chez lui, du marteau-piqueur en bas. Je ne vais pas aller vérifier que c'est bien le cas, mais il me le dit et de manière occasionnelle et ponctuelle, je vais l'autoriser à venir. Alors, il va d'abord rester peut-être un jour chez lui et quand ça devient insupportable, qu'on se rend compte qu'on ne peut pas faire de rendez-vous téléphoniques, etc., on l'autorise à venir au bureau. Si c'est le collaborateur qui a très mal supporté le premier confinement, on a quand même une vraie différence. Sur le premier, c'était extrêmement rare que des personnes se déplacent. Aujourd'hui, ça reste possible, donc alterner télétravail et travail en présentiel avec, dans l'idée, et même pour pouvoir répondre à l'inspecteur du travail qui vous interrogerait, le fait qu'on ait majoritairement des activités en télétravail. Je ne vous ai pas donné, je crois, pour diffuser dans ce qui sera accessible aux participants notaires. Je vais vous le montrer juste comme ça et je vais vous en parler. C'est une lettre que vous allez peut-être recevoir, vous, notaire. On va la mettre à disposition. C'est un peu une campagne qui est faite par les directs. Alors, ça vise d'abord les grandes entreprises. Hein. On a une idée un peu d'impact psychologique quand même de communication. Mais il n'est pas exclu après que tout le monde le reçoive. C'est une fiche dans le cadre du reconfinement. Et on vous invite à répondre à votre inspecteur du travail à un questionnaire sur, déjà, est-ce que vous avez associé votre PSE si vous en avez? Est-ce que vous avez un référent Covid? Qu'est-ce que vous avez mis en place en termes de politique de cas contact ou autre? Mais ensuite, on entre dans le dur du télétravail. Est-ce que vous avez recensé le télétravaillable par service, par fonction? Comment vous l'avez fait? Quelle est votre démarche? Comment vous avez évalué la quotité qui peut être télétravaillée ou non? Est-ce que les élus, les salariés ont été associés? Si vous n'êtes pas en télétravail à 100%, pourquoi? Vous voyez quelque chose qui implique de réfléchir et de justifier et qui peut bien sûr derrière amener à un contrôle, à un contact avec l'inspecteur du travail qui va vous demander de faire plus d'efforts. Je ne crois pas que le notariat ait été particulièrement visé, mais tout à l'heure, je parlais des appels au grand DRH, etc. Pour la petite histoire, et pour une profession qui peut vous ressembler un petit peu, celle des avocats, pour ne pas les nommer, le bâtonnier, pour le coup, a été appelé, considérant qu'il y avait trop d'avocats, surtout d'avocats de collaborateurs, mais également de personnel dans les cabinets. Donc, vous voyez, toutes les professions sont concernées, et il y a cette idée, notamment à la chancellerie, d'être quand même bons élèves et de respecter les prescriptions du gouvernement. Alors, je n'ai pas été par la ministre du Travail, mais je crois qu'il y a eu des échanges assez réguliers entre le CSN et la chancellerie sur ce sujet-là pour insister sur le fait que le notariat doit, comme les autres secteurs d'activité, participer à ce confinement.
Et peut-être j'ajouterais que vous disiez tout à l'heure que l'employeur peut imposer le télétravail dans cette période. Et moi, je dirais même plus, je pense que dans la mesure du possible, l'employeur doit l'imposer à ses collaborateurs qui doivent participer également à cette période très particulière et on comprend bien, pas forcément optimale en termes d'organisation de vie. Et je crois qu'il faut au maximum, sauf les cas que vous expliquiez tout à l'heure de difficultés psychologiques ou de nécessité, parce que malheureusement, nos dossiers, il y a encore une partie qui sont de gestion du papier qui nécessite une présence des collaborateurs, mais je crois qu'au maximum, l'employeur doit les collaborateurs en télétravail. Une autre question est apparue concernant les moyens pendant cette période exceptionnelle. Dans la mesure où le télétravail est imposé, l'employeur doit-il fournir les équipements, vous l'évoquiez tout à l'heure, ordinateur, téléphone, si le salarié ne peut pas utiliser les siens? Alors, c'est une bonne question. Sur le premier confinement, on a été pris dans l'urgence. Alors, il y avait les personnes qui étaient déjà équipés de manière mobile et qui, bien sûr, ont gardé leur matériel. Maintenant, toutes les personnes qui n'étaient pas équipées. On a eu une part d'équipement dans l'urgence de ces personnes-là. Pour le reste, ça s'est fait en bonne intelligence, généralement, avec l'utilisation du matériel personnel parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. On peut espérer quand même que dans la majorité des cas, la situation se résolve de cette manière-là. Un dialogue avec les collaborateurs et la possibilité d'utiliser le matériel personnel. Maintenant, si on a un collaborateur qui n'a pas d'ordinateur portable ou fixe chez lui, ça arrive avec la génération des tablettes, qu'est-ce qui se passe? Si on ne lui fournit pas les moyens de travailler, il ne travaille pas. Alors, soit on est vraiment dans une impossibilité, on se dit, il vient en présentiel, solution numéro 1, soit au maximum, on essaye d'équiper. On a pu entendre dans de plus grandes entreprises que les vôtres, bien sûr, mais qu'au moment où on reconfine, on a un petit peu la possibilité d'amener sa lampe, sa tour, son ordinateur, même fixe, quand il n'a pas un portable, voire même des chaises, parfois, sa souris, son clavier, que sais-je. Donc, il y a un peu de flexibilité qu'organiser. La réalité et la difficulté, finalement, elle n'est pas celle-là. Parce que quelqu'un qui va partir pendant 4 semaines en télétravail, on peut se dire, oui, prenez du matériel, vous serez bien installé et vous allez le faire. Et donc, c'est moi qui vous équipe, effectivement, mais je sais que derrière, vous allez pouvoir travailler. La difficulté, elle est plus dans les personnes qui font des allers-retours. Tout amener chez soi et faire une avoir au bureau, ça ne fonctionne pas. Donc là, il faut trouver aussi l'équilibre. La réalité, même qu'on est en phase, alors forcée ou volontaire, de digitalisation et d'équipement en mobile au maximum des collaborateurs. On va au bout de la question. La réponse, effectivement, serait au final non, mais dans ce cas-là, la personne vient travailler à l'étude, ce qui n'est pas forcément très compatible avec le message que M. le Président Blanchet veut aussi faire passer de citoyenneté. Donc, il faut trouver la manière de concilier les deux. Je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions. Président Blanchet ou Karine, vous avez peut-être d'autres points sur lesquels vous voulez apporter des précisions. Je pense que vous avez fait un bon tour de la question. Peut-être en termes de responsabilité, parce que je ne l'ai pas abordé, ça peut être un petit point si on a encore quelques minutes, parce qu'on a parlé les contrôles du travail, etc. Et plus prosaïquement, d'un point de vue risque civil, bien évidemment, obligation de sécurité de l'employeur. Le protocole, comme vous le disiez, est vu comme un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de cette obligation. Ça veut dire que si on le respecte, on va être un peu présumé respecter son obligation de sécurité et éviter une mise en jeu de responsabilité. Si on ne le respecte pas, on s'expose effectivement à des possibles réclamations ou contentieux individuels d'un salarié qui invoquerait un manquement à l'obligation de sécurité, même non malade, pour dire voilà, on m'a fait travailler dans des conditions qui ne respectaient pas mon intégrité physique. On peut imaginer, alors se poser la question des maladies professionnelles, mis à part les travailleurs de premier rang, ce sera quand même assez compliqué de justifier
d'une infection au travail et du caractère professionnel. La faute inexcusable, pareil, cet élément matériel concret de preuve sera compliqué à apporter. Et d'un point de vue responsabilité pénale, on est dans les mêmes interrogations que sur le premier confinement, déconfinement, en termes de responsabilité. Compliqué, on on fait craindre aux études mise en danger, atteinte involontaire, blessure involontaire, ce type de délit du code pénal de droit commun sera quand même difficile en termes de nature du manquement à établir, par exemple, ne pas respecter le télétravail. Donc, protocole, est-ce que ce serait une norme de sécurité susceptible d'engager la responsabilité pénale? Très probablement pas. Je tiens quand même à rassurer là-dessus, même si, encore une fois, la pression la plus forte est celle probablement des collaborateurs et demain des inspections du travail qui peuvent faire des visites à l'occasion de contrôle. Je pense qu'un certain nombre de vos collaborateurs peut-être se font contrôler sur leurs attestations employeurs quand ils sont sur leur trajet domicile-études. Alors, pas se faire sanctionner, ils ont bien leur attestation, mais avoir des messages de la part des policiers qui les contrôlent sur le fait que c'est pas normal qu'ils aillent travailler, etc. Ça peut aussi les inciter à demander plus de télétravail. Bien, merci Karine. En effet, vous avez parfaitement répondu à votre triple mission, même au-delà, je dirais. Donc, vous avez vraiment exposé clairement les règles applicables. Vous avez attiré la vigilance et vous avez rassuré à la fin. Oui. Donc, je vais clore ce webinaire en vous rappelant qu'il sera disponible en replay sur Intranet, ainsi que les articles que vous avez Karine, et nous avons aussi en rédaction, à la rédaction notariale et de droit social chez Lexis, préparé une bibliographie que vous pouvez retrouver également sur le portail. Et je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Maître Blanchet, votre micro. Juste peut-être pour conclure, excusez-moi d'avoir coupé mon micro. Merci à Karine pour ses explications qui sont effectivement très claires et très précises. Et il nous avait paru intéressant quand même de laisser une partie sur le télétravail entre guillemets légal et hors période de crise sanitaire, parce que je crois que nous serons tous obligés de réfléchir dans l'organisation de nos études dès la fin du confinement à la mise en place d'un télétravail ou d'une forme de télétravail. Merci à vous deux et puis à bientôt pour un prochain thème. Merci à tous les deux. Au revoir. Merci, au revoir.